Les experts basket saison 3, épisode 18. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info, toujours en compagnie de notre consultant basket sur la chaîne, Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Est-ce que les billets sont validés, que ce soit d'avion, d'hôtel pour Abu Dhabi? Tout est prêt? Bien sûr, je suis absolument prêt et j'ai très hâte. J'imagine. Vous aussi, vous avez hâte. On va bien tout de suite parler forcément de ce Final Four dans cette première chronique de l'émission, le débrief. Ali, on l'a bien compris, une émission quasiment consacrée dans son intégralité à ce Final Four d'Euroleague à Abu Dhabi. C'est la deuxième fois que Monaco arrive à faire cet exploit-là et se qualifie pour le Final Four. On va revenir quand même très rapidement sur le match 5, puisque c'était quand même il y a un petit moment de cela. Mais voilà, Monaco s'en est sorti vraiment de justesse face au Barça à Gaston Médecin. Ah oui, le Barça qui a été beaucoup plus combatif que prévu, j'ai l'impression. Alors Monaco qui se l'a peut-être sous-estimé le Barça après avoir gagné le match 1 et le match 2 de façon totalement dominante. Ouais, Monaco a eu chaud. Monaco a eu très très chaud. Victoire de 1 point après avoir été éliminé d'un petit point la saison dernière face à Fenerbahçe. Que le dire, on va tous prier le saint Papa Giannis. Sorti tout droit de sa cave. Exactement, sorti de la cave. Là, pour le coup, vraiment, c'était un grand professionnel, car il n'a pas du tout joué de toute la série. Et puis, il a sorti un match incroyable. Il faut le dire, absolument incroyable. Et je pense que sans lui, Monaco n'était pas au Final Four. Et en effet, c'est en grande partie grâce au géant grec que Monaco a validé du coup son ticket pour le Final Four. Première question toute simple, du coup, est-ce que Monaco peut le faire à Abu Dhabi ? Alors techniquement, tout le monde peut le faire. Les 4 équipes qui sont là, forcément. Merci Monsieur Spadoulis. Voilà, merci. Ce sont les 4 meilleures équipes de l'Euroleague. Alors moi, j'ai toujours dit que le Final Four, c'est une compétition à part dans le sens où l'expérience prime énormément. Monaco a pris de l'expérience. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au premier Final Four, je dis que pour moi, il n'y avait aucune chance que Monaco gagne, dans le sens où elle n'avait pas l'expérience du Final Four. Maintenant, il y a de l'expérience. Des joueurs l'ont déjà fait. Les joueurs ont l'expérience des playoffs, du Final Four. Et je pense... Mon prono perso, c'est que Monaco ira en finale, mais je pense que Monaco ne gagnera pas. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'il y aura un progrès par rapport au Final Four d'il y a 2 ans. Ça veut dire que le 27-2 d'il y a 2 ans, dans le troisième quart-temps, ça n'existera plus parce que les mecs, ils vont savoir. C'est la première chose auquel ils vont penser, j'en suis persuadé, en sachant qu'il y a un passif avec Olympiakos, la superbe série de playoffs, la première année de Monaco en Euroleague, puis ce Final Four. Donc maintenant, je pense que la seule chose auquel, d'ailleurs, on l'a vu dans les résultats en Betclic Elite récemment, que les joueurs de Monaco pensent, c'est ce fameux 27-2. Et je pense vraiment que Monaco gagnera face à l'Olympiakos. Est-ce que cette équipe de l'Olympiakos est plus forte, selon vous, que celle d'il y a 2 ans? On se souvient, après avoir tapé Monaco, ils perdent en finale au buzzer face au Real. Pour moi, oui. Mais paradoxalement, pour moi, c'est une mauvaise chose. Dans le sens où ils ont plus de bons joueurs, ils ont trop de joueurs. Olympiakos, je ne sais pas à quoi ils jouent. Ils ont 20 joueurs qui pourraient jouer dans n'importe quelle équipe d'Euroleague. Mais sur le Final Four, la rotation, elle est serrée. Est-ce que le coach, il ne va pas vouloir faire plaisir un peu à tout le monde et à donner du temps de jeu à des joueurs qui ne méritent pas forcément? Justement, quand on a trop de choix comme ça, pour moi, c'est pas idéal dans le format du Final Four. Alors, oui, ils sont plus forts, mais paradoxalement, je pense que ce sera une faiblesse. C'est beau ça. C'est magnifique. C'est un grand philosophe, Monsieur Traoré. La clé du match, ce sera quoi? On sait, alors vous l'avez dit, il y a tellement de talent du côté de l'Olympiakos. Il y a les Vezenkov, il y a Evan Fournier. Voilà. La clé du match, selon vous, pour taper l'Olympiakos, qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de ces 2 personnes que vous avez citées, qui sont des talents au-dessus, pour moi, il va falloir faire en sorte que l'académie de jeu de l'Olympiakos soit totalement déraillée. Ce que je veux dire, c'est que l'Olympiakos, c'est une équipe qui joue très bien au basket, qui joue un basket très collectif. Et Monaco, c'est une équipe qui est très bonne à provoquer les balles perdues à l'adversaire. Donc, être, entre guillemets, sur la ligne de passe, piquer des ballons, faire en sorte que la machine offensive de l'Olympiakos soit totalement déraillée. Donc, pour moi, ce sera la clé de ça, et aussi le secteur intérieur, parce qu'en face, il y a du lourd, du costaud, il y a Moustapha Fall, il y a Milutinov. Donc, je pense que tenir la raquette sera très, très important aussi pour cette victoire. Côté Monaco, forcément, dans un tel grand rendez-vous, on doit s'appuyer sur Mike James, que l'on a envie de voir une nouvelle fois dans son rôle de distributeur ou, comme on l'a vu face au Barça, agressif en attaquant le cercle plutôt que de tenter les exploits personnels à 3 points. Vous avez vu le Mike James de cette saison en play-off? Je veux exactement le même au Final Four. Il était absolument parfait. C'est la première fois que j'ai pas râlé contre Mike James quand même. Je pense que signalons-le, ça c'est important. Il faut le signaler. Je pense qu'il y a une certaine personne ici qui serait très contente. Et non, j'ai vraiment été très impressionné par la maturité de Mike James et par son leadership et le fait qu'il arrivait à allier la production personnelle et faire jouer son équipe aussi. Donc personnellement, qu'il ne change rien et qu'il nous fasse la même performance qu'en play-off,
et ça ira très bien pour Monaco. Que va devoir faire coach Spanoulis? Vous avez parlé du côté de l'Olympiakos qu'on allait devoir resserrer les rotations et on l'a vu, ce sont des joueurs qui étaient quasiment hors rotation qui ont permis à Monaco d'aller dans ce Final Four. Oui. Donc est-ce qu'on doit redonner des minutes à Terry Tarpey, à Papagiannis? Alors moi ça me fait, pour le coup, très bien, ça se voit que vous êtes journaliste, c'est votre travail. J'avais envie de dire que pendant la série de Barcelone, Spanoulis a fait le contraire, c'est-à-dire qu'il avait trop serré la rotation, et il avait notamment sur les matchs 3 et 4, il avait oublié certains joueurs dont vous avez dit, Terry Tarpey, Papagiannis, etc. Donc pour moi, sur ce Final Four-là, Spanoulis doit faire le contraire de Barzokas, c'est-à-dire qu'il doit utiliser au moins 10 joueurs, vraiment pour pouvoir mettre la pression maximum sur les porteurs de ballon d'Olympiakos. Donc ouais, pour moi, Spanoulis doit utiliser au moins 10 joueurs. Projetons-nous sur l'autre demi de ce Final Four, le Fener face au Pana. Le Fener qui est passé, qui a sweepé Paris, 3-0, score peut-être un peu sévère, hein, notamment quand on voit le dernier match et cette prolongation et ce match remporté donc par les Turcs. Face au Pana, le champion en titre, avec là aussi quasiment 15 joueurs capables d'être sur le parquet. Comment vous voyez un petit peu cette autre demi? Personnellement, pour moi, le favori, c'est clairement Fenerbahçe, qui joue un basket incroyable. Et qui ont un coach, Sarunas Jasikevičius, c'est pas facile à dire, mais bon, à force de m'entraîner, j'y suis arrivé, qui est un véritable génie du basket, un cerveau. On l'a vu face à la série contre Paris, il connaissait même les systèmes que Paris allait annoncer après les temps morts, et bien il le disait à ses joueurs. Donc je peux vous dire que ce match-là, il sera préparé comme jamais, et je pense qu'il aura une analyse très chirurgicale des choses. Et ils ont les joueurs pour contrer les Kendrick Nunn, les Kostas Loukas. Ils ont des joueurs grands, ils ont des joueurs costauds sur les postes arrière. Et je pense clairement que Fenerbahçe gagnera ce match. Une inconnue côté Pana, le possible, probable, on ne sait pas trop. Retour de Mathias Le Sort. Est-ce que c'est une bonne idée, après tellement de matchs et de mois d'absence, de le jeter comme ça dans le grand bain sur un match à une telle intensité? Pour moi, c'est une mauvaise idée, dans le sens où ça va faire 3-4 mois qu'il ne joue pas. L'équipe s'est débrouillée sans lui. Déjà pour sa santé à lui, parce que le remettre dans un match où il doit être à intensité à 100% avec la pression du titre, il y a moyen qu'il se reblesse, parce que sa blessure était quand même très grave. Et même pour l'équipe qui a trouvé un rythme sans lui, je pense que sur une compète aussi courte, ça va être vraiment compliqué de le réintégrer dans le jeu. Donc pour moi, perso, franchement, prépare la saison prochaine. Au pire, fais les playoffs du championnat grec. Mais sur le Final Four, pour moi, c'est trop risqué pour Panathinaikos de le faire jouer. Ali, c'est le moment de ressortir votre casquette, s'il vous plaît, de pronostiqueur. Vous n'allez pas faire votre Vassilis Spanoulis qui a dit, 4 équipes, 25 chances de gagner pour tout le monde. Je veux le vainqueur de l'Euroleague 2025, s'il vous plaît. D'accord. Alors, mon cerveau, j'ai utilisé mon cerveau et le cœur. Pas mon cœur, parce que si j'utilise mon cœur, Monaco gagne, forcément. Très bien. Voilà. Mais je vais utiliser mon cerveau. Mon cerveau me dit Fenerbahçe gagnera, parce que pour moi, c'est l'équipe la plus versatile, la mieux coachée, et avec les joueurs qu'il faut pour gagner le titre. Mais mon instinct me dit qu'il y a quand même un gros filou qui s'appelle Ergin Ataman, le coach du Panathinaikos, qui peut se débrouiller. Pour faire jouer 40 comme minutes, l'année dernière. Comme l'année dernière. L'année dernière, ils se qualifient ric-rac de partout, à la fin, ils gagnent. Ils ont des tueurs dans l'équipe, ils ont les Kendrick Nunn, ils ont les Kostas Loukas, etc. Ils ont beaucoup d'expérience. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le Pana va faire un sale coup. Alors, on n'a pas parlé d'Olympiakos, qui est la meilleure équipe de la saison, qui finit premier. Mais comme j'ai dit, Monaco va les taper. Donc, voilà. Allez, on va dire vainqueur Fenerbahçe. Très bien, j'aime bien. En utilisant mon cerveau. C'est beau, c'est beau. Rendez-vous dans 15 jours donc, pour voir si ce pronostic, si la boule de cristal fonctionne toujours aussi bien avec vous, mon cher Ali. On va parler rapidement des 3 matchs de championnat qu'il y a eu pendant cette quinzaine. Vous l'avez un petit peu évoqué. Il y a eu une large victoire du côté de La Rochelle, 86-48. Et puis ensuite, quand même 2 grosses claques. Des défaites quasiment de moins 30 à chaque fois contre Bourg-en-Bresse à la maison, 100-73. Ça pique un peu. Et du côté de Chalon, 90-65. Ali, on l'a compris, tout le monde avait déjà la tête du côté d'Abu Dhabi. Mais est-ce que ça peut laisser des traces, entre guillemets, ces 2 grosses défaites ou pas du tout? Effectivement, ils ne sont pas les mains mortes. Au moins, tu perds 1 ou 2 poids, mais 30, ça fait beaucoup. Oui, effectivement, ils ont leur tête vraiment concentrée à 100% sur Abu Dhabi. Alors moi, j'aurais été dans l'optique de me dire que ça aurait été bien de choper quand même 2 belles victoires avant d'y aller pour être dans une dynamique positive.
Ça peut laisser des traces, oui, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse, parce qu'on sait Monaco, c'est une équipe à réaction. Oui. Et là, je pense que Vassilis Spanoulis, il a un peu insulté la famille des joueurs sur 5 générations. Et donc, du coup, là, ils vont arriver en mode, au Final Four, en mode enragé. Donc, pour moi, ça peut être une chose assez bénéfique. On va vous donner le calendrier, du coup, ça va s'enchaîner énormément, puisqu'après le Final Four, dès le 28 mai à domicile, Monaco jouera son match 1 de cette série de quarts de finale face au Mans, match 2 du coup dans la Sarthe le 30 mai, et si besoin, un match 3 le 1er juin. Quand on a vu à quel point les Manceaux nous ont embêtés cette saison, c'est peut-être pas totalement fou de dire qu'il y aurait un match 3, non? Moi, je suis inquiet, hein, parce que le Mans, c'est un peu la bête noire de Monaco. Oui. En sachant que Monaco on va enchaîner direct après le Final Four, comme d'hab, la LNB fait en sorte d'aider les porte-étendards du championnat de France, hein, en le foutant en lui mettant, excusez-moi, je suis un peu énervé avec ça, parce que je défends la cause Ménégas, bien sûr, en lui mettant une série de playoffs, là, 2 jours après. Retour d'avion. Un retour d'avion d'Abu Dhabi, quoi. Donc, c'est une série, pour moi, c'est archi périlleux dans le sens où Le Mans sait faire déjouer Monaco. Monaco sortira du Final Four, peut-être avec un titre, peut-être pas, mais dans tous les cas, un peu lessivé mentalement et physiquement. Je suis un peu inquiet que Monaco se fasse cueillir. Voilà ce qu'on pouvait donc vous dire sur ce Final Four du côté d'Abu Dhabi. On va passer à la deuxième et dernière chronique de cette émission, puisqu'on va coupler le point d'Ali et la question du jour. Il n'y a pas de Final Four outre-Atlantique, mon cher Ali, mais on a les 4 dernières équipes en play-off de NBA, ça s'appelle les finales de conférence, du côté de l'Ouest et de l'Est. Et à l'Est, justement, commençons. Il y a eu pas mal de surprises, puisque les 2 équipes qui ont eu le meilleur bilan de la saison régulière sont déjà éliminées. Boston ne conservera pas son titre dans ce duel, j'allais dire presque fratricide. On connaît la rivalité entre Boston et New York. Les Knicks ont joué un bien vilain tour aux Celtics, avec notamment peut-être la blessure de Tatum qui a impacté la fin de la série. Je pense qu'elle a clairement impacté la fin de la série. Il y a ceux qui disent que New York, ils s'en sort parce que Tatum s'est blessé. Je tiens à dire qu'année dernière, New York, ils avaient tous leurs effectifs blessés, ils ont été éliminés aussi. C'est le jeu, malheureusement, ces dernières années, les playoffs NBA, ça se transforme un peu à qui aura le moins de blessés. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, après New York, c'est une équipe qui joue à 7, on va le dire. On parlait d'ouvrir le banc, mais vraiment, ils jouent à 7. Mais par contre, 7 concentrés, hein, du très très haut niveau, les joueurs, les Brunson, les Cat, etc. etc. C'est une équipe qui, si elle reste en bonne santé, pour moi passera. Il ira en finale NBA. Indiana, il ne faut pas les sous-estimer, notamment le joueur Tyrese Haliburton, que les autres joueurs de la NBA ont nommé comme joueur le plus surcoté. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont fumé les copains, mais il est en train de montrer que sous pression, il est capable de faire des grands matchs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce sera un beau match-up. Franchement, c'est 2 belles équipes et j'ai hâte de voir ça. Indiana, justement, vous l'avez dit, pas de méga star en fait dans cette équipe. On a donc Haliburton un peu en leader de meute, Pascal Siakam aussi qui a connu l'expérience d'un titre avec Toronto, puis des role players, Miles Turner, Andrew Nembhard. C'est quand même des très gros joueurs, mais il n'y a pas de star. C'est un peu sympa de voir une équipe comme ça qui a grandi ensemble. Dans le sens où des grands noms, LeBron James ou Stephen Curry, et je pense d'ailleurs que la NBA est un peu fâchée de ça, mais bon, c'est comme ça. Mais effectivement, c'est une équipe qui joue très bien au basket, qui est bien coachée par Rick Carlisle d'ailleurs, et qui a le basket parfait pour aller très loin dans ses playoffs. À l'ouest, de l'autre côté, du coup, OKC s'en est sorti la nuit dernière face à Denver. Cette match, ça a été la plus belle série. C'était peut-être quasiment une finale de conf déjà sur le papier entre ces 2 équipes. OKC a peut-être sorti la plus grosse épine de son parcours en éliminant Denver. Ouais, parce que Denver, qui est quand même aussi pareil, ils jouent à 3. À 1. À 1, voilà, si vous voulez. Qui arrivent quand même à les accrocher après, alors que vraiment, cette année, leur effectif est vraiment pas ouf, quoi. Et OKC, normalement, pour moi, c'est le favori pour le titre. Donc, ça va être très intéressant de les voir face à Minnesota, qui ont une superstar qui est Anthony Edwards, qui joue très, très, très bien. Franchement, c'est la série qui m'intéresse le plus. Alors, c'est pas des gros marchés, c'est pas des grandes villes, mais c'est 2 équipes qui jouent très, très bien au basket. La Ligue a retardé l'annonce du titre de MVP. On se doutait peut-être un petit peu pourquoi. Le fait que maintenant OKC est sorti Denver, ça valide définitivement le débat. C'est pour Shai et pas pour Jokic. Ouais, je pense que la Ligue, clairement, ils ont été un peu coquins. Parce que d'habitude, ils avancent bien avant ça. Ils ont voulu voir qui allait se sortir vainqueur de cette série de playoffs. Forcément, ça ira au Canadien, totalement mérité, qui est lui d'une régularité, vraiment, c'est un métronome. Tous les matchs, il met ses 30 points. Donc, je pense que c'est totalement mérité pour lui.
content, lui. On termine par un petit focus sur Minnesota. Bel exploit quand même. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire exploit parce que c'est une deuxième finale de conf consécutive. Sans, vous l'avez dit, Kat, Karl Anthony Towns qui est parti à New York. Mais ils ont récupéré Julius Randle et ça marche toujours aussi bien. Ouais, Julius Randle qui joue ses meilleurs playoffs de sa vie. Alors, il a la réputation d'être un joueur qui était très bon en saison régulière. Oui, qui te choque après. Mais qui fait un peu n'importe quoi en playoff. Cette saison, dans un rôle, on va dire, de numéro 2, derrière Anthony Edwards, il est très très bien. Et en plus, je pense aussi qu'il est en fin de contrat. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Les joueurs qui sont en fin de contrat, en général, ils sortent leur meilleur basket. Et après, quand il y a leur contrat de 5 ans, finalement, peinard. Donc, il ne faut pas oublier cette composante. Mais en tout cas, il est très très bon. Et même, il défend très très bien. Il est plutôt adroit. Donc, non, vraiment, ce match-up, il est top. Avec des role-players importants, petit cocorico aussi, Rudy Gobert, qui a pris pas mal. On sait que la presse américaine, notamment Shaquille O'Neal, aime bien les gratiner sur ses performances. Elle n'est pas très respectée là-bas. Que ce soit lui ou Mike Conley, les vétérans qui ont aussi un rôle super important dans cette équipe. Oui, défensivement, surtout pour ces deux-là. Rudy Gobert, qui cette année ne s'est pas fait, exposer dans le sens où il galère un peu à défendre sur les joueurs qui sont au large à 3 points. Donc, on va voir s'il va réussir à continuer comme ils ont. C'est peut-être un mauvais match-up pour lui, parce que OKC, ils ont des grands qui peuvent shooter à 3 points. Donc ce sera intéressant de voir si Rudy arrive à s'adapter par rapport à ça. Ali Traoré, roi du prono, épisode 2, on remet la casquette. Qui gagne le titre de NBA cette année? Alors, mon cerveau me dit OKC, mais mon cœur me dit New York. Ok. Ce serait bien de voir les Knicks enfin mettre fin à cette série. J'ai envie de voir à quoi ressemblera la ville si jamais ils gagnaient enfin un titre NBA depuis tout ce temps-là. Ça peut être Je pense que ça peut devenir une zone de non-droit. En effet. Ali, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon voyage du côté d'Abu Dhabi pour ce Final Four. Profitez bien. Et puis nous, on se retrouve bien dans 15 jours pour voir si Ali Traoré est toujours bon sur des pronostics basket.